Bonsoir à tous. À la une de ce journal, où en est-on avec les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène? À 4 mois du Chan 2021, les travaux d'aménagement de la section urbaine n'ont pas toujours démarré. Le gouvernement confesse qu'il est à la recherche active de financement face aux multiples retards décriés sur les projets autoroutiers au Cameroun. Vous suivrez dans ce journal les prescriptions du Premier ministre à l'issue du conseil de cabinet tenu ce jeudi à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Il envisage de peser de tout son poids à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. L'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, manifeste son impatience de rentrer dans son pays. Il vient d'introduire une demande de passeport auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Quelles sont les réactions du président Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, déjà candidats déclarés à l'élection présidentielle? Élément de réponse dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images du calvaire que vivent les Camerounais à Santhiou, dans le département de la Menoie, situé dans la région de l'Ouest. Ils sont contraints de transporter la dépouille de leur famille sur des motos. Et pour cause, les routes sont dans un mauvais état depuis de nombreuses années. Malgré leurs cris de détresse, rien n'a changé dans une localité pourtant riche en produits agricoles. Mais là-bas, c'est un véritable calvaire et un parcours de combattants que doivent effectuer les populations qui sortent de chez elles autour de 6 heures et doivent faire plusieurs jours sur la route, comme le constate notre reporter Leclerc Sakem. En route pour un enterrement difficile, en Thiem, dans l'arrondissement de Santhiou. Une dépouille qui vit l'enfer sur le chemin de son dernier voyage. 11 km, c'est la distance qui sépare la localité de Thiem à celle de la ville de Santhiou, dans le département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun. L'état de la route se passe de tout commentaire. Je suis un natif d'ici. La route est très mauvaise, certes. Mais comme chacun a sa localité, on ne peut pas abandonner le village parce que la route est mauvaise. Nous faisons l'effort. Heureusement que le Chinois nous a même aidés avec sa moto. C'est la seule moto qui a les capacités d'arriver ici. Vraiment, nous souffrons. Nous souffrons trop en route. L'état de la route, ça ne nous permet pas. Tu vois, nous on roule la moto, c'est à peine. Quand on porte les choses, ça nous torture. Vraiment, il pleut. Quand il pleut, ça ne va même pas. Et en plus, la route est très mauvaise. Quand tu peux même voyager pour quitter même en bus, si une voiture quitte de la ville pour ici, ça peut même faire 3 ou 4 jours en route. Bon. Aux côtés de la famille du disparu, nous entreprenons le voyage vers l'autre bout de la terre. Il faut s'armer d'une bonne dose de courage et des crampons bien solides pour espérer franchir cette zone de turbulence. Pour un voyage aller-retour, le tarif varie entre 8 et 10 000 francs CFA. Ça ne va pas avec l'état de la route. À partir de 4 000, 5 000, donc les gens souffrent beaucoup. Pourtant, si la route était bien, on pouvait payer que 1 000 francs. 700. Vous quittez Santhiou à 11h, vous arrivez ici à 6h le matin. Oui, le lendemain. Des bourbiers géants au milieu d'une broussaille interminable. Après plusieurs kilomètres de route, le parcours du corbillard transportant la dépouille s'arrête net. Un transfert est effectué. Seuls les engins de roues peuvent poursuivre le voyage. Seule l'idée de se déplacer pour le village donne la chair de poule aux natifs de cette localité. Si et seulement s'il y avait une possibilité de changer de village ou de changer de localité, moi j'aurais souhaité quitter la zone parce que la souffrance est de taille ici chez nous. La Sirou, comme on l'appelle communément, une voiture de guerre venue du Nigeria, elle est pratiquement la seule voiture qui maîtrise la route. Mais avec l'état de cette année, même cette voiture rencontre déjà des difficultés. Vous avez constaté hier, vous l'avez traversé en route avec des casiers à l'intérieur. C'est une voiture qui a démarré
à Sancho à 11h. Elle est arrivée ici au village à 6h le matin. Donc vous pouvez comprendre la souffrance et la peine que les gens ont endurée et que des populations qui sont ici derrière endurent. Impossible de voir le bout du tunnel sans d'éventuels accidents de route et des engins en panne souvent abandonnés par leurs propriétaires. Pour les habitants de la localité de Ntiem, il est impossible d'explorer la richesse dans la nature, les assez grasses. La localité est une terre propice à l'agriculture. Débordées, les populations en appellent les autorités et les forces vives à se pencher sur les infrastructures routières, même si les multiples correspondances adressées à Yaoundé sont jusqu'ici lettres mortes. Si le gouvernement peut nous aider, nous on peut avoir ça, moi je vais fier. Aux âmes de bonne volonté, les amis et au gouvernement de nous venir en aide. La zone est une zone riche. Nous avons tout. Nous pouvons ravitailler le marché de la ville avec pratiquement tout. Il y a le cacao, il y a le maïs, il y a tout. Mais on enlève comme ça pourrit à route. Depuis peut-être 10 ans aujourd'hui, chaque jour on écrit pour dire au gouvernement que voilà nous qu'on souffre. Pardon, je dis pardon. L'eau, l'électricité et bien d'autres commodités restent un luxe pour cette localité limitrophe à la région du Sud-Ouest et peuplée d'environ 4000 âmes vivant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les projets autoroutiers piétinent au Cameroun. C'est le cas de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Selon le gouvernement, la section rase campagne longue de 11 km est presque achevée. Par contre, la section urbaine, les travaux d'aménagement n'ont pas démarré de ce côté. Le gouvernement fait savoir qu'il est engagé dans une recherche active des financements pour la réalisation de cette partie de l'autoroute Yaoundé-Simalène, longue de près de 12 km. Il s'agit de la section urbaine. Les études ont été réalisées, les entreprises sélectionnées, mais il n'y a pas d'argent, fait savoir le gouvernement qui dit qu'il est à la recherche active des financements pour la réalisation de ces travaux. Face à ces multiples retards observés dans la construction et l'aménagement des autoroutes au Cameroun, le Premier ministre a prescrit au ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, plutôt en relation avec le ministre des Domaines et des Affaires foncières, d'engager le processus de libération des emprises foncières sur les tracés retenus pour les sections d'autoroutes à construire au Cameroun. Il a également demandé, Joseph Dione Ngouté, au ministre des Finances et au ministre de l'Économie de constituer des provisions budgétaires conséquentes pour le paiement des décomptes relatifs aux travaux d'aménagement de ces autoroutes et au paiement des indemnisations des populations. C'est l'un des problèmes qui se posent avec acuité sur les projets d'autoroutiers entre Douala et Yaoundé Yaoundé-Simalène. Parlons à présent de cette colère des producteurs de cacao à Loum dans le département du Mungo. Ils se plaignent d'être victimes d'une spéculation autour des prix de vente de cacao. La faute, selon eux, aux rabatteurs qui viennent les arnaquer et les contraindre à vendre à des prix relativement bas. Face aux plaintes de ces producteurs de cacao, les autorités administratives les ont suggéré de se regrouper en coopérative. On voit tout cela avec Jacquino Molan et Julienne Berthe-Bissaille. Les planteurs de cacao de la ville de Loum sont en colère. Ils dénoncent les abus qu'ils subissent au quotidien de la part des rabatteurs, communément appelés coxeurs. Et si nous sommes ici, nous les planteurs aujourd'hui, c'est pour que vous nous aidez dans la lutte où les coxeurs sont en train de nous mater à Loum. On a fait venir aujourd'hui certaines personnes qui se prennent pour des acheteurs de cacao, mais qui viennent, ils viennent sur le terrain, disent qu'ils sont des producteurs. Et aujourd'hui, on nous a certifié réellement que beaucoup ne sont pas des acheteurs de cacao, qui n'ont pas de cadre professionnel, ce sont des fraudeurs. Exaspérés par cette situation qui cause un manque à gagner dans leur production, ces planteurs ont saisi le sous-préfet de la localité pour arbitrage. Au cours de la réunion de crise à laquelle prenaient part les deux parties, l'autorité administrative rejette la faute de ce désordre sur les planteurs. À cette histoire de coxage, qui en réalité dans la nomenclature des termes de commercialisation n'existe même pas. Est-ce que vous me comprenez? On veut travailler avec des groupes organisés. Étant seul, vous ne pouvez pas, de toutes les façons. Ils ont fait parce que vous étiez en position de faiblesse. Quand vous allez être en groupe, vous allez avoir la force et ils ne peuvent plus encore que... Avant, on n'était pas dans la danse.
L'objectif, la finalité, c'est que chacun trouve son compte. Déjà affectés par la fermeture des frontières due à la pandémie de coronavirus, les planteurs de cacao de la ville de Loum ne sont pas enregistrés à l'Office national du cacao et café, contrairement aux cultivateurs de Pendia et Banga. Durant toute la réunion, nous avons parlé de l'inorganisation et tout le monde, y compris les plaignants, tout le monde s'est rendu compte que c'est l'inorganisation. Parce qu'ils sont derniers, je ne voulais pas le dire. Eux-mêmes, ils ont avoué cette inorganisation que nous allons résoudre à la prochaine réunion. Fort de ce constat, les mis en cause promettent de corriger le tir. Nous avons décidé d'être organisés maintenant pour former les marchés à Loum pour avoir aussi le prix du cacao. Et pourquoi on parle aussi de Loum ailleurs en termes de cacao? Et nous sommes sûrs que, étant organisé, nous allons apporter les exportateurs ici, condition de mettre le taux de cacao à 8% pour les normes de commerce recommandées. Les planteurs de cacao de la ville de Loum misent sur cette réorganisation pour booster leur récolte dans un important bassin de production où ils sont classés derniers. Formalisation des entreprises artisanales piétine au Cameroun. Selon les promoteurs de ces PME, c'est la cacophonie gouvernementale et le mépris à l'encontre des artisans qui constituent une véritable entorse au développement de ce secteur artisanal au Cameroun. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre à Yaoundé. Compte rendu, Ike Cyril. Sur un nombre escompté de près de 400 000 artisans sur l'ensemble du territoire, seuls 90 000 sont enregistrés au niveau des bureaux communaux. La faute au mépris dont font l'objet les artisans au Cameroun. Ils laissent entendre qu'ils ne sont pas impliqués dans la prise des décisions les concernant. Quel que soit le génie d'un médecin, si vous ne collaborez pas avec le malade, vous ne pouvez pas savoir exactement de quoi souffre-t-il. C'est le mal que nous avons. C'est que malgré les efforts que l'État fournit en faveur des artisans, à tous les paliers, les artisans ne sont pas impliqués. Vous voyez, quand vous arrivez dans ces bureaux, vous n'êtes pas tout de suite accepté. Vous voyez que nous sommes dans l'impasse. En plus du mépris, les artisans dénoncent également une cacophonie gouvernementale, pas du tout de nature à développer leur secteur d'activité. Nous sommes ce genre de malades qui sommes en face de plusieurs médecins qui manquent une coordination. Chaque ministère a un service pour l'artisanat. Mais il n'y a aucune coordination pour bénéficier, pour que ces efforts aillent directement aux artisans. En réponse à ces récriminations, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat fait savoir qu'il est engagé dans la voie de la décentralisation. Au regard de la loi de 2007 portant promotion de l'artisanat, le MINMESA veut laisser les collectivités territoriales décentralisées gérer ce pan de l'activité. Le ministère a procédé au transfert des compétences en matière artisanale vers les collectivités territoriales décentralisées. 3 compétences ont ainsi été transférées. La première, c'est l'organisation des manifestations artisanales. La deuxième, c'est l'appui à ces artisans. Et enfin, nous avons de manière globale la décentralisation de l'enregistrement de l'artisanat. Un atelier de mise en place des mesures incitatives à la formalisation de l'artisan et des entreprises artisanales se tient à Yaoundé. Les attentes des artisans sont grandes. Au Cameroun, nous importons à des dizaines de milliards le mobilier. Il suffit seulement que la loi, dans le cadre juridique, on mette dans le cadre de la loi que tout dans la commande publique, tout le mobilier sera en essence local. Seulement ce mot. Nous attendons une forte implication des artisans dans les décisions qui sont prises et les activités qui sont menées. Voyez-vous le Centre international de l'artisanat, quand vous passez en route, ça ressemble à un musée. Nous avons l'expertise nécessaire pour que ces centres d'artisanat internationaux d'artisanat et les villages artisanaux soient de véritables sites touristiques. Il est question de migrer de l'économie informelle vers l'économie formelle. L'atelier de Yaoundé vise à trouver les voies et moyens pour y parvenir.
Dans le secteur des cosmétiques, l'utilisation des produits non certifiés constitue un véritable danger pour la santé des consommateurs et une menace pour l'économie nationale. Des experts ont réuni les acteurs du secteur des cosmétiques afin de les édifier sur les programmes actualisés de certification de la conformité au Cameroun. D'autres précisions avec Mitterrandam et Sylvester Hippolyte Zangao. L'utilisation des produits cosmétiques non certifiés représente un danger pour la santé des consommateurs. L'Agence des normes et de la qualité tire la sonnette d'alarme alors que le nombre de fabricants des produits cosmétiques sans expertise se multiplie. On est en train de s'organiser pour que ça ne se reproduise plus, quoi. Il est question de développer des programmes de certification qui tiennent compte de toutes les catégories de producteurs. Il y a 3 types de programmes de certification qu'on est en train de promouvoir. On va vous demander d'être conforme à toutes les exigences possibles des normes internationales. Donc il faut quand même adapter les programmes de certification de la conformité au niveau technologique de nos entreprises. Toutefois, quels que soient les protocoles, la sensibilisation des consommateurs est indispensable. C'est d'habituer les consommateurs à regarder leur emballage, à regarder leurs produits et de voir si c'est certifié. S'il y a un marquage NC là-dessus, s'il y a un marquage qui atteste que c'est conforme aux normes camerounaises, et je dis une fois de plus qu'il y a 3 types de marquages. Il y a le marquage lot par lot, tout ça c'est le marquage NC, il y a le marquage type 4 qu'on va développer, qui n'existe pas encore pour le moment. On considère qu'il y a un seul marquage, mais qui va évoluer. Mais de regarder lot par lot, quand ils achètent, de regarder si c'est certifié, s'il y a une marque de conformité. Parce que cette marque de conformité permet d'avoir confiance au produit. Parce qu'il y a des gens qui sont passés avant, qui ont vérifié qu'ils ont travaillé dans les conditions acceptables et ils ont produit quelque chose d'acceptable, d'utilisable, quoi. Les entreprises de la filière cosmétique passent elles aussi par la sensibilisation. Les experts de la Nord les ont regroupés pour les imprégner des programmes et procédures actualisées de certification de la conformité aux normes camerounaises et de marquage NC. C'est ça le but, hein. Le marquage NC, c'est pour ça qu'on est en train de faire ce séminaire. Le marquage NC, c'est la marque de conformité nationale qui est gérée par la Nord, qui est développée par la Nord, qui, lorsqu'elle figure sur un produit, atteste que ce produit est consommable. Il est donc question d'éviter les dérives dans l'industrie du cosmétique. Après des cas d'abandon aux examens officiels session 2020, quelle attitude doivent adopter des candidats qui doivent réviser à la fois leurs leçons et être en forme durant les examens afin d'affronter les épreuves écrites? Je vous propose de suivre ce reportage où des médecins expliquent ce phénomène qui touche de plus en plus des candidats aux examens officiels au Cameroun. Reportage signé Warren Zede et Isabelle Carole Zopet. Des cas d'élèves victimes de surménage sont très régulièrement enregistrés à la période des examens officiels en raison de la difficulté de certains d'entre eux à gérer la pression des révisions à la veille du jour J. Chez ces apprenants, le surménage, qui est un ensemble de troubles résultant d'un excès d'activité, est causé par de multiples facteurs ayant de lourdes conséquences sur la santé. Chez les élèves, nous avons en ce moment un environnement très particulier. D'abord, la crise sanitaire. La crise sanitaire, les élèves ont peur d'attraper le virus, ils ont peur que leur père attrape le virus, que leur frère attrape le virus. Tout ça, ça met beaucoup d'électricité dans l'air, il y a ça. Et puis maintenant, il y a l'école. Ils ne peuvent plus aller prendre les cours normalement, ils ne peuvent plus avoir leur révision normalement. Parce qu'il y a beaucoup qui arrivent à l'examen avec beaucoup de dettes de sommeil qu'ils ont accumulées tout au long des préparatifs. Le jour où ils arrivent à l'examen, ils ont une lourde dette de sommeil. Alors, cette dette de sommeil va leur créer des problèmes cognitifs, les problèmes de mémoire, les problèmes d'intelligence, les problèmes d'analyse, les problèmes de vigilance, les problèmes d'attention, les problèmes de vigilance, etc. Ils vont avoir ce que nous appelons les problèmes cognitifs, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à profiter suffisamment de leur capacité mentale parce qu'ils sont en privation de sommeil. La prise en charge varie en fonction de la cause du surménage, de son intensité et les manifestations sont diverses. Peut se manifester par une anorexie scolaire, c'est-à-dire à un moment donné, il ne veut plus apprendre,
n'est-ce pas? Il ne veut plus apprendre, il y a une anorexie scolaire. Parfois, ça peut se manifester par ce que j'appelle les troubles cognitifs. Son niveau de vigilance baisse, son niveau d'attention baisse, sa capacité à se concentrer baisse, c'est-à-dire que s'il commence à lire un cours, il ne peut pas le finir, son esprit s'évade tout le temps. Il doit faire un effort spécial pour ramener son esprit à ce qu'il est en train de faire. Cette capacité-là peut baisser. Les spécialistes de la santé affirment qu'une bonne hygiène de vie permet d'être à l'abri de cette maladie, surtout le respect des heures de repos. Donc le grand conseil qu'on doit leur donner, organisez-vous de telle manière que vous puissiez apprendre dans la journée et vous réservez 6 heures de sommeil la nuit, c'est-à-dire de 23h à 6h du matin. Il ne faut pas passer toute la nuit à apprendre, il faut dormir. Parce qu'il ne faut pas aller à l'examen avec une dette de sommeil. Ça diminue les capacités d'intelligence, les capacités d'analyse, les capacités de mémoire, les capacités d'apprentissage. Il faut pouvoir marquer des arrêts de 1 heure de temps, se distraire un peu, causer un peu, marcher un peu, aérer un peu son esprit, revenir, n'est-ce pas, travailler encore 2 ou 3 heures de temps. Les médecins réitèrent qu'une bonne préparation d'un examen scolaire passe par un emploi de temps bien aménagé dès le premier jour de classe et une bonne hygiène de vie. Parlons de la situation épidémiologique. Au Cameroun, le pays enregistre déjà 17 255 cas confirmés de Covid-19. 387 personnes sont mortes des suites de cette pandémie. Il y a 1548 cas actifs au Cameroun. Selon le ministre de la Santé publique, ils sont 155 hospitalisés, dont 9 sous oxygène. Près de 149 000 tests ont déjà été effectués et près de 15 320 personnes sont guéries, selon le ministre de la Santé publique, qui attire toujours les Camerounais à mettre l'accent sur la vigilance. Et la société civile aussi interpelle le gouvernement sur le tabagisme. C'est l'un des facteurs de risque élevé exposant plusieurs fumeurs à une forme sévère de coronavirus. La coalition camerounaise de lutte contre le tabac demande au gouvernement de prendre en compte cette maladie non transmissible pour les personnes fumeuses et atteintes de Covid-19. Elles sont en alerte au moment où le pays enregistre déjà 17 000 cas positifs au Covid-19. Des précisions avec Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Le tabac reviendront. Évoquons à présent ce sacrilège pour un Camerounais âgé de 24 ans, obsédé par l'argent facile. Il a profané la tombe de ses grands-parents et récupéré leurs ossements humains dans le but d'alimenter un trafic illégal. Il a été stoppé net par les éléments de la gendarmerie. Et il y a également d'autres Camerounais qui, spécialisés dans les braquages, ont été arrêtés durant des opérations menées à travers la ville de Kribi et de Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Le sac qu'il traîne ne contient pas de vêtements pour un voyage, mais bien les ossements de sa grand-mère. Cédric Wafo est allé exhumer les restes de ce parent à Baganté dans la région de l'Ouest. Animé de l'esprit du gain effréné, s'est retrouvé dans son Baganté natal, où il étant à exhumer 2 squelettes de ses grands-parents. Je demande pardon à Dieu pour puisse m'accorder. Je sais que je vais aller purger une peine dont je suis coupable. Je reconnais mes faits, mais que celui qui m'a trahi, que Dieu le pardonne. Celui qui l'aurait trahi, un ami avec qui il exerçait des tâches de chargeur dans une multinationale à Douala et qui l'aurait conseillé de migrer vers une activité plus rentable. Les ossements ainsi ramenés devaient lui rapporter 1 500 000 francs CFA à la vente. La maman du jeune de 24 ans n'en revient pas. Ouais, il a dit que 1 500 000, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit que tu prends tout le risque, tu ne m'appelles même pas. Tu ne m'appelles même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui n'as jamais commis de soucis, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? C'est tout ce que l'enfant m'a dit et il s'est mis à regretter. Des regrets après son interpellation au quartier Dakar, alors qu'il devait écouler sa curieuse marchandise. Un autre interpellé, David Ishumio. C'est le cerveau présumé d'un gang de braqueurs à main armée. Principale cible, domicile privés et véhicules, dans la ville de Douala, Kribi, d'où vient Dominique, l'une de leurs victimes, dont le véhicule volé a été retrouvé à Boya, dans le sud-ouest. Ils sont arrivés à la maison par effraction, ils nous ont menacés avec leurs armes parce qu'ils étaient tous armés.
Et ils m'ont demandé les clés de la voiture, les papiers. Et ils ont pris argent, téléphone, bijoux, montres, quoi d'autre, appareils photo professionnels. Ils sont partis. Le 23 mai dernier, un expatrié subissait lui aussi le groupe de malfaiteurs, toujours dans la cité balnéaire. Au domicile de monsieur Wanko, sous la menace de l'arme, comme je viens de le dire, récupère son véhicule de marque Toyota Avensis. Alors conduit à Douala dans le cadre de l'enquête, monsieur Mou David Achou passera aux aveux complets avant de citer ses autres complices qui malheureusement sont en cavale à l'heure de cette enquête. Toutefois, les recherches entreprises en vue de leur découverte s'intensifient. Il a été retrouvé sur le mise en cause arrêté, un pistolet de fabrication artisanale, des coups de filet réalisés par la 2e région de gendarmerie sous la supervision du colonel Jean-Marie Amougou. La gendarmerie qui dit compter sur une collaboration de tous les instants des populations afin de faire mieux. Oui, nous les invitons à la bonne collaboration afin d'éradiquer ce fléau qui sévit, c'est-à-dire le trafic des ossements humains, le braquage des véhicules. Les 2 malfaiteurs sont remis à la justice. Les actions de recherche de leurs complices sont en cours. Du rififi au sein de la société civile, des arts audiovisuels et photographiques, l'installation du PCA a été émaillée d'incidents à Yaoundé. Des contestataires ont bloqué l'accès à la salle afin de décrier le jeu trouble des pouvoirs publics. Les esprits se sont apaisés durant l'intervention de la police. Le récit des faits avec Aïk Cyril. Tout se passe comme dans un film. Au siège de la Société civile des arts audiovisuels et photographiques SCAP, au quartier Emana, à Yaoundé. Partisans et adversaires du PCA, qui attendent d'être installés dans ses fonctions, s'étripent. Les mécontents disent avoir démis le PCA et même le directeur général de leur fonction pour mauvaise gestion. L'affaire avait même été portée devant les tribunaux. Mais en attendant d'exécuter les décisions de justice, ils ont fermé la porte qui donne accès au bureau. J'espère que l'État va pouvoir accepter qu'ils sont en train de piétiner les sociétés civiles qui sont des sociétés privées. Et si le ministre est au-dessus de ces sociétés privées, qu'un directeur soit sanctionné par un conseil d'administration qui le recrute et que le ministre vient le mettre alors que ce n'est pas lui qui l'a recruté, et que même le PCA soit sanctionné et que jusqu'à maintenant, selon les statuts, qu'on le remette. D'accord, je crois qu'à ce moment, il va travailler avec ceux-là qui l'ont remis. Après moult disputes, la gendarmerie arrive sur les lieux et ordonne que la porte soit cassée. Pendant la manœuvre, les partisans du PCA crient victoire en exhibant une banderole à la gloire du ministre des Arts et de la Culture. Mais ce n'est que la première étape, car une fois dans l'enceinte, il faut encore faire usage de la force. Les 2 barrières levées, l'installation peut avoir lieu. Est-ce que vous êtes tous là? La cérémonie est présidée par le secrétaire général des services, représentant du gouverneur de la région du Centre. Monsieur le président du conseil d'administration de la SCAP, monsieur le directeur général et administrateur de la SCAP, nous vous déclarons solennellement installé dans vos fonctions. Installé au forceps dans ses fonctions, le PCA de la SCAP prône désormais la réconciliation. Je vais oublier tout pour que l'on vienne travailler ensemble. I want to say that as PCA, what I've done, I want them to come and let's work together because it's artistic work they're doing. Chop Samuel prend possession des lieux. Pour autant, ce n'est pas la fin de la crise à la Société civile des arts audiovisuels et photographiques. Les contestataires promettent de continuer la bataille jusqu'à obtenir gain de cause. Dans l'escale internationale, Laurent Gbagbo manifeste son impatience de rentrer en Côte d'Ivoire après plusieurs demandes infructueuses d'établissement d'un passeport diplomatique auprès du ministère ivoirien des Affaires étrangères. Il s'est déplacé lui-même hier mardi pour introduire une demande de passeport ordinaire et un laissez-passer
demande introduite auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Selon son avocate, Maître Abiba Touré, l'ancien chef d'État ivoirien compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin que lui soit remis un passeport ou un laissez-passer pour lui permettre de retrouver son pays, la Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, l'avocat de l'ancien président précise qu'à l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020, il est plus que temps pour Laurent Gbagbo de rentrer chez lui, a-t-elle indiqué dans un communiqué rendu public depuis hier mercredi. Et au moment où Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, manifeste son intention de rentrer à Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara préside depuis cet après-midi une réunion du bureau politique de son parti dans un hôtel Sofitel à Abidjan. Pendant ce temps, Henri Konan Bédié a été investi sans surprise candidat déclaré du PDCI à la prochaine élection présidentielle. Et au Zimbabwe, les tensions diplomatiques sont observées entre Harare et Washington. On fait le point avec Nadine Yambou. Henri Konan Bédié nourrit l'espoir de reconquérir le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire 20 ans après avoir été chassé par un coup d'État. Il représentera les couleurs du PDCI lors de la présidentielle d'octobre prochain. Henri Konan Bédié a été investi par son parti avec près de 100% des suffrages exprimés lors des conventions. Face aux critiques sur son âge avancé, Henri Konan Bédié estime que l'âge est plutôt un atout, réunissant à la fois l'expérience et la compétence. L'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié et son parti avaient dirigé le pays entre 2011 et 2018 dans le cadre d'une coalition avec le parti d'Alassane Ouattara. L'alliance entre les deux hommes s'est volée en éclats sur le choix du candidat lors de l'élection de 2020. Âgé de 86 ans, Henri Konan Bédié sera le doyen des candidats à cette élection présidentielle. Au Zimbabwe, la tension monte entre Washington et Harare. Washington affirme avoir convoqué l'ambassadeur du Zimbabwe aux États-Unis pour protester contre les propos offensants tenus par le parti au pouvoir. Tibor Nagy, le secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique, affirme que le porte-parole de la ZANU-PF a traité l'ambassadeur américain de voyou, le menaçant de l'expulser. Le gouvernement zimbabwéen, pour sa part, accuse Washington de soutenir et de financer la contestation dans le pays. Une réaction qui intervient au moment où une manifestation est prévue ce vendredi pour dénoncer la corruption au sein du gouvernement. Plusieurs personnes ayant appelé à manifester, dont un journaliste et un acteur politique, ont été interpellés. Ces arrestations ont suscité la colère des chancelleries occidentales. Harare y voit plutôt l'interventionnisme américain. Après son arrivée au pouvoir, le président Emmerson Mnangagwa peine à sortir le Zimbabwe de l'isolement de la scène internationale, d'après de nombreux observateurs. La frontière entre le Niger et la Libye est le point de passage le plus dangereux pour des migrants qui tentent de rejoindre l'Occident. Des milliers d'incidents ont déjà été enregistrés. C'est le constat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans son rapport sur les risques qu'encourent des migrants d'Afrique subsaharienne. La côte ouest libyenne est également un lieu à haut risque. D'après l'agence onusienne, plus de 2000 décès ont déjà été enregistrés sur ces chemins périlleux. 2 tiers sont étroitement liés aux activités criminelles. Morts violentes, abus sexuels, détentions arbitraires, autant de maltraitances que subissent les migrants. Et les auteurs font généralement partie des forces de sécurité, indique ce rapport. L'étude recense également 6000 victimes de violences sexuelles, des crimes commis par des passeurs. Le HCR tire la sonnette d'alarme sur la vulnérabilité de ces migrants et appelle à combattre les réseaux de trafiquants. Et selon des médias ivoiriens, le porte-parole du gouvernement a déclaré que la demande de l'ancien président Laurent Gbagbo est en cours de traitement. Il a également sollicité un certificat de nationalité et un casier judiciaire, a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien qui précise que sa demande est en cours de traitement. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h. Retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
nous fallait une citation pour faire l'objet de cette deuxième partie du Équinoxoir. Que celui qui m'a trahi, Dieu lui pardonne. Ce sont les confessions de ce jeune âgé de 24 ans qui a déterré les ossements humains de ses grands-parents dans son village dans le but de les échanger contre près d'1 million de francs CFA, alimentant ainsi un trafic illégal d'ossements humains. Il a reconnu les faits après avoir été arrêté par les fins limiers de la 2e région de gendarmerie ici à Douala. Vous avez vu les confessions et sa maman qui est complètement déboussolée par l'acte posé par son fils. Celui-ci a demandé lui aussi pardon après avoir commis un tel forfait. Ses complices sont activement recherchés. Celui qui l'a encouragé à aller dans son village, profaner la tombe de ses grands-parents, déterrer les ossements humains dans le but de les livrer à un receleur dans le cas du trafic illégal d'ossements humains à Douala. Voilà, c'était combien le coût, Cédric? 1 million? Près d'1 million de francs CFA pour les ossements humains de ses 2 grands-parents. Voilà, vous avez parlé de 2e région de gendarmerie, les hommes du colonel Jean-Marie Amrou, c'est bien cela? C'est bien cela, c'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Équinoxoir 2e partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Jalan. Rendez-vous demain. Lundi, voilà.